Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, Supreniro accueille une invitée qui a vécu une expérience particulière. Vous le savez sans doute maintenant, notre association œuvre en faveur d'une prévention du suicide culturelle et citoyenne. Le récit que vous allez entendre est celui d'une jeune femme qui a tenté de mettre fin à sa vie et qui a vécu un processus de résilience éblouissant. Les chiffres du suicide en France sont alarmants. Pourtant, la santé mentale est encore taboue dans notre société. En France, ce n'est pas moins de 200 000 personnes par an qui tentent de mettre fin à leur vie et plus de 10 000 qui en décèdent. Ramenés à une statistique quotidienne, les chiffres révèlent 550 tentatives par jour, soit 23 par heure, pour 25 décès par jour, soit un décès toutes les heures. Dans la population des jeunes, on compte 30 décès par an entre 5 à 14 ans et 600 décès par an pour la population des jeunes de 14 à 25 ans. Vous retiendrez que chaque jour, 2 jeunes de moins de 25 ans mettent fin à leur jour et plus de 50 par jour tentent de le faire. Ce fléau est reconnu problème de santé publique depuis 1990. En 1995, Christine Clémineau est âgée de 15 ans quand elle décide d'en finir avec des souffrances psychologiques qui sont devenues insoutenables. Ces raptus suicidaires sont bien identifiés par les médecins comme faisant partie d'un processus qui va conduire la personne à passer à l'acte, souvent après un événement banal qui va précipiter le geste. Le passage à l'acte est perçu alors comme la seule issue possible. Heureusement pour notre invité, son geste, au lieu de mettre fin à sa vie, va au contraire lui permettre d'entrer dans une phase post-suicidaire résolutive. L'expérience de conscience augmentée qu'elle a vécue, alors que son corps était plongé dans le coma, va transformer sa vision de la vie à jamais. Près de 30 ans après ce geste dramatique, Christine raconte la jeune femme épanouie et heureuse de vivre qu'elle est devenue. Loin de faire l'apologie d'un monde meilleur après cette vie, Christine, en nous faisant le récit de son histoire et en répondant à nos questions, va nous expliquer combien il est important de résoudre toute crise existentielle, aussi douloureuse soit-elle, avec la certitude qu'il y a toujours un moyen d'y parvenir. Supreniro vous informe des dispositifs de soutien sur son site. Si vous ou un de vos proches avez besoin d'aide, n'attendez pas, agissez. Le gouvernement a mis en place depuis octobre 2021 un numéro d'appel d'urgence disponible gratuitement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il vous suffit de composer le 31 14. Des professionnels sont à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas également à contacter les associations d'écoute qui maillent le territoire et dont vous trouverez les coordonnées sur le site supreniro.com ou également sur le livre Vivre qui soutient le projet de l'association. Dans la description de la vidéo, vous aurez accès à tous les liens vers ces dispositifs de soutien et de secours. Bonjour Christine. Bonjour Isabelle. Merci de partager ton expérience avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons aborder la crise suicidaire qui t'a traversée, puis l'expérience de conscience modifiée que tu as vécue. Et enfin, tu nous diras comment cette expérience a changé ta vision de la vie. Un vaste programme. Comment sont nées tes premières idées suicidaires? Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet parce que depuis toute petite, je me pose des questions existentielles. Dès que j'ai eu l'âge de parler, en repas de famille, je demandais déjà, mais pourquoi on est tous là? Pourquoi c'est moi dans ce corps? À quoi ça sert de mourir? Là, on est là en train de vivre et on meurt. Quel est le sens de tout ça? Et qu'est-ce qui se passe après la mort? Tu vois, j'avais des questions très, très pointues auxquelles les adultes ne savaient pas répondre et ça jetait un froid dans l'assemblée. Donc après, quand j'ai grandi, j'ai commencé à lire des livres comme Le Souffre-douleur,
enfin des livres qui n'étaient pas adaptés à mon âge. Et pourtant, j'avais des questions aussi d'ordre religieuse. Donc, je suis allée au catéchisme et ça m'a pas du tout convenu. Les réponses n'étaient pas assez adaptées à mon questionnement personnel. Et en fait, ma maman était maniaco-dépressive, donc c'est-à-dire bipolaire. Normalement, on ne meurt pas de bipolarité, tu vois, à part si quand il y a un suicide justement, ou alors une crise médicamenteuse. Et là, c'est vrai que ça a été le cas. C'est-à-dire qu'elle est tombée dans le coma subitement, de manière complètement imprévue, et elle n'est pas revenue. Et quand je suis rentrée dans la pièce pour lui dire au revoir, j'ai voulu ouvrir ses yeux pour les contempler une dernière fois parce qu'elle avait des yeux verts magnifiques. Et je me suis rendu compte en la touchant forcément que la vie n'était plus. Et quand j'ai soulevé ses yeux, tu sais, j'avais plein de choses à lui dire. Je lui ai demandé pardon parce que j'avais été cruelle à cause de la maladie. Je n'ai pas du tout été tendre et voilà, j'avais beaucoup de choses à lui dire. Et en fait, à ce moment-là, il s'est produit quelque chose d'assez irréel et de ne pas raisonnable du tout à entendre. Je le conçois très bien. Et toute sa présence a englobé la pièce. J'ai eu l'impression que la pièce s'agrandissait et qu'elle était remplie d'elle. Mais c'était un amour plus grand que elle. Ça l'a dépassée, ça me dépassait, et elle était clairement au-dessus de mon épaule gauche. Et elle m'a transmis beaucoup d'informations, beaucoup d'amour, qui m'a fait pleurer parce que c'était la grande surprise et c'était très puissant à vivre. Et ça, quel mot mettre dessus? Quelle compréhension en avoir quand on a 15 ans? Parce que c'est ça, j'avais 15 ans. Et je ne connaissais rien du tout à la conscience et à tous ces phénomènes un peu extraordinaires. Donc le médecin est rentré dans la pièce et il m'a arraché à elle, vraiment. Et il m'a dit, avec votre père, nous allons parler du don d'organes. Il faut prendre rapidement la décision. Donc moi, j'étais complètement choquée, déjà par son décès, par ce que je venais de vivre et par le mot don d'organes. Et je dis non, ne la touchez pas, ne la touchez pas, ce n'est pas fini. Elle est encore là, je viens de le vivre, elle est encore là. Et je suis restée, Isabelle, dans cette incompréhension durant plusieurs semaines. Je ne pleurais même pas parce que pour moi, elle était encore là. Et pendant plusieurs jours, elle était là, dans la maison, auprès de moi. Elle m'apportait beaucoup d'amour, hein, beaucoup de guérison. Mais vous voyez, quand je ne suis pas formée à ça, je n'ai pas cet enseignement, je n'ai pas cette culture, donc je ne l'ai pas laissé rentrer en moi, dans mon cœur. Voilà. Donc ça a été pour moi un événement traumatique. Je suis restée plusieurs mois avec ça, dans cette dichotomie, cette dualité, qui a pris de la force. Et voilà. Deuxième événement important dans ma vie, j'ai subi des attouchements sexuels de la part de mon cousin et indépendamment de son père. Et je n'en ai pas parlé, ni à ma marraine, qui était la mère de ce cousin, ni à mes parents, ni à mon père. Et je ne voulais pas déranger la famille parce qu'il y avait déjà beaucoup de problèmes. Il y a aussi des soucis de maladie mentale dans une partie de ma famille. Donc je ne voulais pas déranger. J'ai gardé ça pour moi. Et ce silence m'a meurtri de l'intérieur. Je me suis sentie de plus en plus mal, de plus en plus sale, de plus en plus pas du tout à ma place dans ce monde. Et le matin de l'accident, il y a eu une information très brute à la télé. Je me rappelle très bien, hein, c'est pour te dire comme quoi le souvenir est vraiment ancré. Il y a eu les attentats du métro Saint-Michel à Paris. Sans doute, ça vous dit quelque chose. Et là, je suis partie au collège avec cette information et dans le bus, j'ai réentendu les informations. Et j'ai dit, mais là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai dit, tu n'es plus faite pour ça. Tu n'es pas faite pour ce monde. Et il y a un manque d'amour évident. Donc, en fait, tout ça, ça m'a complètement détruit, en fait. Et je n'avais plus de solution. Mon prisme était
ma vision des choses était tellement réduite que ça a contribué à cette idée de suicide, pour répondre à ta question. Merci. Est-ce que tu pourrais évaluer le temps du processus qui t'a conduit des premiers traumatismes, des premières souffrances par rapport à ce que tu as vécu avec le décès de ta maman et le processus qui t'a conduit à ce jour, en 1995, si je ne me trompe pas, euh, Exact. donc voilà, t'es passé, combien de temps il s'est passé? En fait, quand j'ai subi mes attouchements sexuels, ça devait être vers mes 12 ans. Donc, tu vois, ça a fait, pendant 3 ans, je me suis sentie mal. Pour être encore plus précise, toute mon enfance, je voyais les gens mal autour de moi. Dans ma famille, il y a eu des drames, hein. Il y a même eu voilà, des problèmes de drogue. Ma mère a fait des tentatives de suicide, donc j'ai été témoin de ça. Et en fait, j'étais témoin de mon jeune âge, de la souffrance des adultes et du désarroi et de la solitude dans laquelle ils s'enfermaient. Et tout ça, ça commençait déjà à me poser question. Je me dis, mais quelle est la solution? Comment les aider? Eh ben, je n'avais pas la réponse. Donc j'étais discrète, j'étais timide et j'étais silencieuse. Si je comprends bien, Christine, je vais te poser la question, est-ce que tu as pu demander de l'aide? Mais il me semble que la réponse est évidente. Jamais, jamais, non, non. Je suis restée avec ça dans ma propre souffrance, dans ma solitude, dans le bienséance, c'est-à-dire ne pas déranger les adultes. Voilà. Évidemment que j'aurais dû. On va en parler certainement tout à l'heure. Ouais. Alors c'est vrai que là, on était dans les années 90, le fléau du suicide venait juste d'être reconnu, problème de santé publique, on en parlait, enfin, le problème de la santé mentale, c'était encore tabou, tout comme le suicide, donc on peut comprendre, de même que les attouchements sexuels, hein, puisqu'on en parle davantage maintenant, mais à cette époque-là, c'était délicat, on pouvait vite passer pour une menteuse ou une affabulatrice, donc Tout à on peut fait. comprendre ta réserve. Euh, est-ce que tu as su est-ce que tu as su très vite comment, à partir du moment, déjà, est-ce que c'est une décision de mettre fin à ces jours? Et si c'est une décision, as-tu su comment tu allais tenter de le faire? Est-ce que c'était quelque chose de raisonné? À partir du décès de ma mère, dans les semaines qui ont suivi, vu que la souffrance était à son summum, l'idée m'est venue. Et je me suis dit comment je vais faire. J'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie que ça me fasse mal, j'ai envie que ça soit rapide, il faut pas se louper. Et en fait, pendant une semaine, j'arrêtais pas d'y penser. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé. Je sais comment faire. Qu'est-ce qui aurait pu t'aider à ce moment-là pour ne pas passer à l'acte? C'est une question difficile et très culpabilisante pour la famille et pour les proches. Parce que ma meilleure amie, elle était à mon écoute. Et il faut comprendre que dans ce processus qui germe en soi, on est tellement mal à l'aise par rapport aux autres qui ne peuvent pas comprendre. Et on n'a pas envie qu'ils nous comprennent. Parce qu'on est seul dans notre tête, on est seul dans notre esprit à vivre cette souffrance. On n'a même pas envie de le partager. J'aurais pu le partager à mon père puisqu'on était si proches. On était tellement fusionnels que j'aurais pu lui en parler. En fait, il aurait fallu que j'entende à la télé ou à la radio, puisque j'écoutais la radio déjà à cet âge-là, et je regardais la télé, je regardais les informations. Si j'avais vu prévention suicide ou vous allez mal, appelez tel numéro, donc aujourd'hui on a cet outil-là, mais que ça soit plus publicité, plus entendable en fait, plus visible. Dans mon collège aussi, pourquoi pas? Alors on est en 95, hein. Aujourd'hui dans les collèges, est-ce qu'il y a de la formation? Est-ce qu'il y a de l'information? Mes professeurs, jamais, jamais ça me serait venu à l'idée en 95 de leur dire je ne vais pas bien. On était là pour apprendre. C'était que de l'enseignement. C'était que de la transmission. Il n'y avait pas de partage avec les professeurs. On rentrait dans la salle, on faisait le cours, on sortait. On allait en récré. Voilà. Donc moi, j'étais seule sur un banc, hein. Je parlais pas, hein.
cette année-là. Est-ce que les surveillants auraient dû être alertés? Mais après, je ne veux pas donner la responsabilité du corps enseignant ou des surveillants. C'était de ma responsabilité, c'était ma décision de ne pas en parler. Et ça a été une bombe. Ça a été une bombe en moi. Ça a complètement explosé. Donc c'est une Alors, question très, très difficile. oui, de plus en plus, évidemment, l'État met en place des dispositifs d'information et de prévention du suicide, notamment par rapport à la santé mentale des jeunes. Je l'ai dit en introduction et dans la description de la vidéo, je mettrai des liens, bien sûr, pour ceux qui sont dans ces situations. Euh, Est-ce qu'à ce moment-là, Christine, tu avais un traitement médicamenteux par rapport à la dépression? Alors non, pas du tout. Puis en plus, je savais même pas que j'étais en dépression. Je l'ai pas vu venir, si tu veux. J'avais pas du tout le recul. Moi, j'étais encore dans le deuil de ma mère. En amont, j'avais déjà vécu plusieurs deuils dans ma famille, hein. J'ai perdu ma grand-mère, un oncle, un voisin proche. En fait, voilà, la notion de mort était très prégnante dans ma vie. Et voilà, merci pour ta question, Isabelle, parce que ça me fait penser à pourquoi j'en ai pas parlé. Évidemment que moi, j'ai vu ma mère en hôpital psychiatrique, hein. J'ai vu des personnes démentes, des personnes âgées, mais aussi des personnes très jeunes. Je suis allée à l'asile, puisqu'avant on appelait ça comme ça. J'ai été témoin de la camisole de force. Donc, ça m'a fait peur. Je me suis dit, waouh, il faut vraiment garder sa pleine conscience, il faut garder son esprit vif pour pas sombrer et pour ne pas être comme eux. Mais je me suis pas rendu compte, moi, que j'étais en train de sombrer. Et non, du coup, j'en ai pas parlé à mon médecin et je n'ai pas eu de traitement. Mais en fait, ma tristesse, je peux te le dire, je la gommais. Elle n'était pas visible sur ma face. Il y avait peut-être des comportements, tu vois, être seul à la récréation, euh, avoir un groupe d'amis, mais ne pas le vivre pleinement, être un peu toujours en retrait, ne pas trop prendre la parole. Est-ce que ça, c'est un signe qu'on va mal? Ça peut être une personnalité. C'était peut-être déjà mon trait de personnalité. Oui, effectivement. Il est nécessaire de rendre culturelle et citoyenne cette prévention du suicide pour que ce soit plus uniquement laissé entre les mains de professionnels, mais que chacun d'entre nous, dans les familles, dans le milieu professionnel, en société, nous soyons capables d'observer, de repérer des signes avant-coureurs et de proposer, alors non pas son aide si on n'est pas qualifié, mais au moins de donner accès à des dispositifs d'accompagnement et puis dédramatiser cet état que tu décris parfaitement de sidération entre je vais pas bien, mais si j'en parle, ça va être pire. On va me prendre pour folle, on va me mettre une camisole. Voilà, c'est ce que j'entends derrière. Donc, on peut comprendre qu'on a du mal à demander de l'aide dans ce genre de situation. Est-ce que tu peux nous raconter, Christine, quel a été l'élément déclencheur de ce passage à l'acte? En fait, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est quand j'ai entendu cet attentat du métro Saint-Michel. Je me suis dit, la violence est en train de prendre de l'ampleur. Mais papa, t'es pas ému? On était à la table du petit déjeuner, il m'avait déjà beurré mes petites biscottes. Je dis, mais papa, t'es pas ému, t'as pas envie de pleurer? Moi, j'étais en colère, je pleurais, j'étais dramatiquement mal. Enfin, et je dis, bon, et puis j'ai claqué la porte de la maison. J'ai dit, tu comprends rien, tu comprends rien. Je monte dans le bus et l'information retombe comme une chape de plomb, ça m'écrase complètement, quoi. Et en fait, je me prends une réflexion en cours de mathématiques. Christine, passe au tableau, tu vas nous résoudre le problème. Non, je sais pas faire, j'ai répondu. Ah, mais tu sais pas faire, mais tu t'apprends pas tes leçons. Je dis, mais si, j'apprends, mais je comprends pas, j'y arrive pas, quoi. Ah, mais voilà, ça y est, tu comprends rien, tu n'y arriveras pas, tu fais pas d'efforts. En fait, ça a été, je l'ai pas, je l'ai trop mal vécu. Enfin, je l'ai reçu comme un coup de poignard. J'ai dit, c'est stop. Donc, j'ai plié mon sac, j'ai rangé mes affaires dans mon sac à dos. Et là, j'ai pris ma décision. J'ai dit, on arrête. On arrête cette mascarade de la vie où personne ne comprend rien.
C'est trop pour moi, on arrête. Je veux plus souffrir. Je veux plus les entendre. Je veux plus le sentir dans mon corps. Je veux plus qu'on me touche. Enfin, tout est arrivé en cascade. Je suis très émue quand je vous le raconte, hein, parce que je suis un peu en train de le revivre, donc c'est douloureux. C'est douloureux parce que oui, j'ai été très seule à traverser ça, très très seule. Donc j'ai quitté le cours de mathématiques. Personne ne m'a retenue, mais personne ne pouvait savoir ce que j'allais faire. Et j'ai traversé le bâtiment et j'ai monté les escaliers. J'ai posé mon sac très calmement. Je sens encore le béton sous mes doigts. J'enjambe. Je suis très très calme, comme hypnotisée. Je suis dans un état de conscience modifié, hein. Je suis déterminée parce que la solution, ma solution du moment, évidemment que c'est très réducteur, hein, vous êtes en train de le comprendre. Ma souffrance me prend et j'abandonne tout. J'abandonne mon corps et je saute. Enfin, c'est pas que je saute, c'est que je me laisse aller dans cet escalier en colimaçon. Christine, Isabelle, je suis en train de pleurer, donc je vais aller essuyer mes yeux. ça va aller? Tu veux qu'on Ouh, fasse une pause un peu plus longue? c'est un, c'est un souvenir qui est très présent, tu vois. Ça, je peux le dire. En fait, ce qui m'émeut, c'est cet état dans lequel j'étais. Et là, avec le recul que je vais bien, je dis mince, t'avais rien compris. Mais bon, j'en dis pas trop parce que je vais le dire là. D'accord. Euh, on va reprendre. Parce que là, Dis-moi. avec l'émotion, il y a une vérité qui vient de sortir là, c'était beau. Pour toi, que tu as Attends, j'ai gardé de le la... hein? Oui, j'ai de la buée sur mes lunettes. Oh, quelle Bon, histoire. ah ouais, si c'est trop douloureux, tu me dis, on arrête, hein, Non, mais voilà. c'est en fait, évidemment, les gens vont se reconnaître et c'est pour ça que j'ai accepté cette interview. Mais c'est vrai que l'émotion est là, quoi. Tu dis, Christine, que quand tu as monté l'escalier, tu n'étais plus toi-même, que tu agissais froidement vers ton but. Selon toi, qu'est-ce qui était aux commandes dans ton corps pour te pousser à passer à l'acte? Il y avait cette notion de pilote automatique. Je n'étais plus aux commandes de mon corps. C'est ça le problème. J'ai complètement déconnecté. Et je crois que le problème est là. J'avais plus ma raison, en fait. La douleur a pris le dessus. C'était la douleur qui était aux commandes. On a du mal à comprendre comment cet instinct de survie qui nous anime en permanence peut laisser la place à ce raptus là, suicidaire, à ce geste fatal. Est-ce que toi, tu as pu l'analyser avec le recul? Oui, oui. Cet élan vital dont tu parles, cet élan de vie qui nous maintient quand on va bien, est présent. Enfin, ça nous porte pour faire des projets, pour vivre pleinement notre vie, pour rire, pour voilà, éprouver la joie. Tout ça, pour moi, était éteint. Je n'avais plus d'élan vital, je n'avais plus de joie, je n'avais plus d'émotions positives. Il n'y avait plus qu'un regard terne et très négatif sur la société, sur mon corps, sur ma vie, sur mes projets, sur ma famille. Tout était noir. Il n'y avait plus une onde d'espoir. Je n'ai rien vu, en fait. S'il y avait une onde d'espoir, je n'ai rien vu. Je n'ai pas voulu le saisir. Tu as sauté plusieurs étages et immédiatement, tu t'es senti exister en dehors de ton corps. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vécu? Oui. En fait, c'était du quatrième étage. J'ai regardé la semaine dernière la photo du bâtiment parce que tu vois, je n'étais même pas dans la demande de savoir de combien d'étages j'avais sauté, donc c'était du quatrième étage. Et je n'ai pas senti du tout le choc de mon corps au sol en béton. J'ai tout de suite été au niveau du buisson du premier bâtiment à l'extérieur, parce qu'en fait, il y a deux bâtiments. Le bâtiment principal dans lequel j'étais en train de suivre mon cours de mathématiques, et le deuxième bâtiment en face avec une baie vitrée et une porte en fer forgé. Mon corps était derrière la porte en fer forgé, à l'entrée de l'escalier.
Je me suis tout de suite vue à l'entrée de ce premier bâtiment, dans la cour, près d'un buisson. Et mon regard transperçait le bâtiment, transperçait les murs, pour regarder mon corps. Mais je me suis pas dit, tiens, c'est moi là. Je me suis dit, mais il y avait une jeune maghrébine qui venait de sortir de sa classe et elle a trouvé mon corps. Et elle a hurlé. Et moi, je l'ai entendu. Et après, il y a une dame blonde avec une blouse blanche qui est arrivée, elle s'est accroupie. J'ai été témoin de cette scène. Et du coup, elle a alerté les secours et tout le monde, enfin, à cause du cri de la première élève, tout le monde est sorti de sa classe. Et j'ai été témoin de ça. Et il y a des gens qui ont pleuré, qui ont crié. Il y a eu un attroupement autour du corps et l'infirmière repoussait les gens. Elle dit écartez-vous, écartez-vous, écartez-vous. Et en fait, je me suis dit mais pourquoi il s'inquiète, pourquoi il crie? Et c'est très troublant parce que en fait, mon état me paraît naturel de là où je suis. Je vois une scène, j'entends, mais pas comme nous. J'entends comme si qu'on était sous l'eau. Les bruits et les sons sont un peu étouffés. J'ai été témoin donc de l'arrivée de mon papa, pas par le portail d'entrée, mais par le portail des professeurs un peu VIP. Il a rejoint les ambulanciers, j'ai entendu la conversation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, mon corps venait juste d'arriver, il est entouré d'une couverture chauffante. Donc mon père me regarde et il est effondré, il est dans l'incompréhension, il veut monter avec moi dans l'ambulance. Donc je vois mon corps, il soulève le brancard, il le clipse. Mon père veut, les ambulanciers le retiennent, et en fait, il faut qu'ils suivent l'ambulance jusqu'à l'hôpital. Je suis témoin de tout ça très précisément. Donc, je suis l'ambulance. Dans le même temps, je suis la voiture de mon père, mais je suis aussi passagère. Je suis à côté de mon père pour le soutenir moralement. C'est complètement dingue, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on peut vivre dans notre état ici. Ce n'est pas habituel, quoi. Je vais t'interrompre, s'il te plaît, Christine. Je suppose que la scène que tu décris, alors que ton corps est visiblement sans conscience à terre, euh, tous ces acteurs qui viennent sur cette scène, ça a été corroboré par la suite. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, il y a j'ai demandé mon rapport d'accident quand je me suis rappelée de mon expérience de mort imminente, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2015. Donc, quand on m'a dit j'ai vécu une expérience de mort imminente, je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai raconté ça de la même manière, hein. Pas un mot ne change. Le souvenir est très très précis, donc je ne change rien évidemment. Et j'ai appelé mon chirurgien de l'époque, qui ne travaille plus en tant que chirurgien, mais dans les assurances des accidentés, justement. En fait, il n'a pas su m'éclairer sur comment s'était passée l'opération. Parce que je lui dis, mais je l'ai vu, l'opération, je l'ai vue. Donc, puisqu'il ne pouvaient pas me répondre, j'ai contacté l'hôpital et je leur ai demandé mon dossier médical. Et j'ai relu le rapport d'accident et il y a un schéma qui atteste de la situation de mon corps par rapport à l'escalier et à quelle heure sont arrivés les secours. Voilà. Ce que je peux te dire maintenant que j'y pense, c'est que donc je me remets sur pied, je me restaure physiquement et psychiquement à peu près comme je peux, hein. Et je suis maman donc d'une petite fille qui a 10 ans et qui a une compétition de judo. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je lui dis, bon, bah là, c'est l'entraînement, t'es avec ton coach, t'es avec tes camarades, je te laisse, je vais acheter ma doudoune pour cet hiver. Donc, je vais à Creil, dans un magasin, acheter ma doudoune. Je rentre et là, je vois, on se reconnaît dans l'instant, cette jeune maghrébine qui m'avait trouvée. Incroyable. Et il faut Tu l'as dire qu'en reconnu. en sortant de la compétition de judo, je suis allée me recueillir sur la tombe de ma mère. Et je lui ai dit, maman, t'as vu, j'ai une petite fille, je me sens tellement seule dans l'éducation, tu me manques, j'aurais voulu avoir tes conseils. J'espère que tu es fière de moi, mais sache que je suis encore très en colère de ton départ immédiat, enfin de ton départ de l'époque. J'ai encore cette colère en moi, en fait, que tu m'aies laissée. Et j'ai dit, si vraiment l'expérience de mort imminente existe et que notre conscience est capable de se délocaliser du corps, ça veut dire que tu existes de l'autre côté. Je comprends pas très bien. Fais-moi un signe.
C'était une pluie battante, hein. Je me rappelle, j'étais là avec mon parapluie et je vais donc au magasin. Et la vendeuse me reconnaît instantanément, c'était fou. On est resté muette et en fait, elle a pleuré plus fortement que moi. Et je lui dis, ça va aller. Elle me dit, mais tu es debout? Et je lui dis, oui, je suis debout, ne t'inquiète pas. Putain, je suis encore émue là. Je lui dis, ne t'inquiète pas, je vais bien. Et en fait, elle était émue parce qu'elle ne savait pas. Donc, le souvenir est remonté, mais elle ne savait pas ce que j'étais devenue. Et en fait, elle n'a jamais demandé à personne de mes nouvelles, puisque je pense qu'elle aussi l'a très mal vécu. C'est cette demande qui vient du cœur, mais je crois que j'ai jamais fait une demande si puissante. Parce que, dis donc, c'était pas du tout mon état d'esprit de l'époque, de faire des demandes à l'univers, de crier, de faire des prières aux défunts. C'était pas du tout ma culture et mes habitudes. Je me suis découverte désemparée quelque part et encore en danger finalement. C'est ça qu'il faut comprendre. Maman, tu m'as laissé, comment je vais faire pour vivre? Pourtant, voilà, je suis une maman, hein, je devrais pas penser à ces choses-là. Mais tu vois, hein, il y a quand même une trace indélébile en soi. Donc, ma fille est sélectionnée à la compétition. On revient la semaine d'après. Et du coup, j'ai pas acheté ma doudoune. Donc, je retourne à Creil. Mais cette fille n'est pas prête à me revoir et moi non plus. Parce que, voilà, enfin, c'était un très beau signe la première fois. Donc, je change de magasin et je vais dans une rue perpendiculaire. Je rentre dans le magasin, je te le donne en mille, je retombe sur cette vendeuse, sur cette jeune. Qu'on comprenne bien, ça veut dire que la première fois que vous vous êtes rencontrés, l'émotion était tellement intense que voilà, tu n'as pas pu aller plus loin et du coup l'achat, voilà. On s'est échangé nos numéros et je l'ai rassurée sur mon état physique et psychique. Et je lui Voilà. ai Et dit, mais vous, ça va, quand je te parle, ça va, tu vas bien. Et en fait, elle était plus mal que moi, hein. je comprends. Mais il y a un souvenir dans cette rencontre, quelque chose s'est réparé. Tu vois, il y a eu comme, c'est un peu New Age ce que je dis, mais malheureusement, j'ai pas d'autres mots. C'est comme si qu'il y avait une vibration autour de nous qui avait rayonné, 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 et que quelque chose était guéri en chacune de nous, mais au-delà, au-delà de nous. J'espère que je Incroyable. m'exprime bien et que les gens peuvent Parfaitement. comprendre. Je pense qu'on peut se mettre à la place de cette personne qui, le choc qu'elle a eu en te trouvant à terre, s'imaginer que peut-être tu étais resté invalide ou que tu étais décédé, d'avoir vécu avec ça et de réaliser que Mais tu étais là en face tu sais, d'elle. c'est tellement troublant ce que je vous raconte. Elle a, je l'imagine rentrer chez elle, dire à sa mère et à son frère, vous allez jamais me croire, vous savez qui j'ai revu, elle va bien. Et en fait, son frère, j'avais fumé de la marijuana avec lui. Tellement que j'allais mal, je cherchais comme ça des techniques pour apaiser ma douleur et j'ai fait de grosses bêtises. J'ai fumé de la marijuana, j'ai fréquenté des gens, j'ai même envie de dire des gens dangereux, hein, parce qu'on était dans des caves, c'était vraiment glauque, hein, c'était sombre. Je me suis mise en danger. J'ai fait des bêtises, ouais. C'était des cris au secours, hein, c'était, voilà, je me cherchais. Alors, ce que tu décris est maintenant connu hein, des professionnels de l'accompagnement, hein, justement, ces facteurs de risque et ces comportements qui peuvent être Voilà, significatifs d'un état de mal-être. tout à Oui, fait. absolument. C'est pour te dire qu'on est tous reliés les uns aux autres, tu vois. Jamais j'aurais cru que c'était son frère avec qui j'avais fumé. Ça, je l'ai su plus tard, hein. Je l'ai su plus tard, quelques années plus tard. C'est étonnant. Et de ce fait, cette doudoune, tu décides quand même d'aller l'acheter, mais dans un autre magasin pour ne Dans pas un la... autre magasin, je change mes plans parce que on n'est pas prête à se revoir. Enfin, ça a été tellement fort la première fois. Et puis, il faut intégrer tout ce qui se passe. Il faut intégrer tous ces ressentis corporels et psychiques, toute cette énergie qui est passée entre nous. C'est tellement étrange. Parce que, encore une fois, hein, j'étais pas formée à ça, c'était pas mes habitudes. Donc là, cette deuxième rencontre, on s'est fait un grand sourire et alors là, la guérison a été encore plus forte. Ça s'est complètement ancré, ça s'est matérialisé en nous, en fait. On l'a compris. On a compris toutes les deux que tout va bien. Nous sommes en sécurité. On peut se parler. Tout est bon.
tout est juste de se retrouver. Il y a eu vraiment, je me répète, une réparation. Comme si que ça s'était consolidé en chacune de nous. Ouais, c'était très très puissant, très très puissant. Tu nous dis que après cette tentative, tu es resté plusieurs jours dans le coma. Tu sais dans quel stade de coma tu étais? Est-ce que tu... Alors oui, j'ai demandé. Enfin, c'est dans le rapport. En fait, il s'agit d'un coma artificiel qui est provoqué. C'est-à-dire que c'est voulu. Parce que je suis polytraumatisée, hein, j'ai été multi-opérée et je suis dans un moule de plâtre. Ma colonne vertébrale est complètement fracturée, donc elle a été opérée. Et c'est pour ne pas que je bouge. C'est pour gérer aussi la souffrance, hein, pour pas me donner des doses permanentes de morphine, parce que là j'aurais développé une addiction. Bon, ça a été le cas quand même, hein. J'ai développé une addiction à la morphine, on en reparlera. En fait, oui, voilà. Pendant 6 mois, j'ai pris de la morphine. Et du coup, ça explique pourquoi j'ai voulu fumer des joints après, c'était pour apaiser la douleur et pour sortir un peu de mon corps, lâcher un peu ce corps qui était douloureux. Donc voilà, c'est pas non plus une excuse, évidemment, mais il y avait aussi un mal-être qui m'a amené à fumer de la marijuana et à fréquenter des gens dangereux, voilà, dangereux. Donc oui, c'était un coma artificiel de 5 jours. Donc, euh, après cette expérience de sortie de corps que tu décris très bien, dès qu'il y a eu la chute, et donc tu as vu toute la scène, etc., on peut le décrire comme une sortie de corps. Donc, tu n'as pas fait d'arrêt cardiaque, d'arrêt Non, cardio-respiratoire. ce n'est pas Pourtant, noté dans le rapport. En tous les cas, ça n'a pas été enregistré. voilà. Par contre, tu décris à un moment donné l'entrée dans un tunnel. Ça, c'est caractéristique des témoignages d'expériences de mort imminente qui peuvent commencer comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter ce processus et nous dire qui tu as rencontré de l'autre côté? Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Alors, c'est un des seuls passages que j'ai du mal à situer dans le temps. Parce que le temps, quand on vit une expérience de mort imminente, n'est pas linéaire comme on le vit actuellement. On ne peut pas regarder l'heure et dire, bah là, il s'est écoulé 10 minutes, là, il s'est écoulé 24 heures, là, il s'est écoulé un mois, etc. ou un an. Il n'y a pas du tout cette notion de temps. Donc, c'est le seul élément du tunnel que j'ai du mal à situer dans le temps. J'ai eu l'impression que c'était en même temps que la chute, en même temps que mon corps tombe, le tunnel se déploie devant moi. Devant moi, c'est pas le sens de la vue, c'est en moi en fait. C'est en mon esprit que je me retrouve dans un espace gris sombre où il y a une notion d'avancée, de vitesse, et je me trouve là-dedans. Et tout de suite, je remarque que je n'ai pas de corps. Évidemment, c'est ma conscience qui se déplace. Alors des fois, je peux utiliser le mot conscience ou le mot esprit. C'est mon esprit qui se déplace, mais c'est la même chose. C'est juste une question de vocabulaire. Je virevolte sur moi et je découvre que je peux me déplacer. Et au moment où je suis dans le tunnel et que j'avance, il y a des étincelles de lumière sur le côté, mais il n'y a pas de paroi définie, matérielle. Ce n'est pas un mur, quoi. Hmm. C'est juste pailleté et ça avance très vite. Et là, je suis super contente. Je dis, oh, ça y est, j'ai réussi. Je voulais mourir, c'est ça la mort, j'y vais. Tu vois dans quel état d'esprit j'étais. Parce que je me rends compte que mon état de conscience et physique a changé. Et là, ma conscience n'est pas dans le corps, elle est dans le tunnel. Mon corps n'est pas dans le tunnel, il est par terre. Et dans le tunnel, j'avance de plus en plus vite et je dis, ouh là là, ça va trop vite là. On ralentit, s'il vous plaît. Mais je dis, vous, il n'y a personne, hein. Et je m'exprime comme ça, pas par la parole, mais par la pensée. Et quand ça va de plus en plus vite, je dis merde, oh, pardon, je dis merde, j'ai fait une connerie, ça me fait peur là, ça va trop vite, on arrête. Allez, on arrête. Ah oui, mais ça se passe pas comme ça. Je peux pas faire demi-tour, je peux pas m'arrêter. C'est pas moi qui décide. C'est un processus, comme tu le dis. C'est un processus. Et là, je regrette mon acte. Et ça, c'est intéressant pour ma reconstruction.
ma reconstruction future, quand j'ai fait mon analyse personnelle, ma thérapie, tu vois, toute cette culpabilité que j'ai ressentie dans ce moment-là, on peut pas imaginer quel poids ça a. De dire, mince, au secours, mes parents m'ont aimé, m'ont voulu, et là je supprime tout ça. On arrête. Ah, mais oui, mais ça se passe pas. C'est fini, ça se passe pas comme ça. Le processus est lancé, si tu veux. Je ne suis pas maître de moi-même à ce moment-là. Et ça, c'est horrible. Ce n'est plus moi qui décide. Le processus est lancé. Quand je suis dans le tunnel qui avance, il y a un embranchement à gauche. Et quand je vous le raconte, je le vois enfin, le souvenir est là, hein. C'est très, très bizarre. Et il y a une personne, une silhouette, que je n'y distingue pas vraiment, clairement. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. J'aurais envie de dire, il a une trentaine d'années. Enfin, cette personne a une trentaine d'années. Alors, il est planté là et je lui dis, bah, qu'est-ce que tu fais là? On y va, viens avec moi. Et je lui dis, ça sera plus agréable, plus sympa d'y aller à deux, quoi. Et mais lui, je comprends qu'il est dans un entre-deux et qu'il n'a pas non plus, euh, il n'a pas envie d'avancer avec moi. Peut-être qu'il est dans le coma, peut-être qu'il vient d'avoir un accident. En tous les cas, il ne peut pas avancer à la même vitesse que moi. On n'est pas sur la même évolution, sur la même prise de conscience, si tu veux. Moi, je suis Alors, très volontaire. Moi, je t'as suis le sen- volontaire. tu sais que c'est quelqu'un qui est en train, qui vient de vivre l'expérience de mort et qui se retrouve Oui, là un petit peu et oui, qui semble clairement, perdu. clairement. Je lui dis, allez, viens, reste pas planté là, on y va. Mais quand je le dis, c'est de la transmission de pensée. Et il me répond, entre guillemets, du coup, non, je ne peux pas. Laisse-moi du temps, quoi. Je suis en attente. Laisse-moi du temps. Du coup, ben, je me retrouve toute seule à avancer dans le tunnel et je trace ma route. Et ça va de plus en plus vite. Alors, encore une fois, je me plains de cette vitesse et je dis, ouh là là, si c'est ça la mort, on arrête tout, s'il vous plaît, au secours, quoi. Et paf, ça s'arrête. Je me retrouve dans un espace sombre, immense, sans paroi définie, il n'y a pas de mur identifiable. Ce n'est pas un noir opaque, c'est un noir brillant comme la peinture acrylique. Et encore une fois, je virevolte, je suis très curieuse, je m'amuse. C'est comme si que j'étais sur un trampoline et que je m'amusais avec moi-même, mais je n'ai pas de corps. Et ça, je le découvre. Et je m'en amuse. Et après, je m'arrête. Je me dis, mais si c'est ça la mort, qu'est-ce que ça va être long? Et je cherche ma commode. Ma commode de petite fille en bois avec les poignées en métal. Je ne sais pas. Enfin, c'est vrai que je l'adore cette commode et je l'ai encore hein, aujourd'hui. Je cherche mon père, qui est mon repère, mon pilier, mon soleil, avec qui je partage tout. Les joies, les peines, la complicité, tout, tout. C'est même le seul être en qui j'ai confiance sur cette terre. Il n'est pas là. Alors, je reste là, dans l'immobilisme, et je dis, si c'est ça la mort, je regrette. Ça va être long maintenant. Et une angoisse monte. Une angoisse monte, et je panique complètement. Et puis finalement, je me reprends, je retrouve mon esprit en quelque sorte, mais il est pas perdu, mon esprit, puisque c'est ma nature même. Et je me dis, mais t'es bête ou quoi? Arrête de paniquer, il n'y a rien qui fait peur. Concrètement, il n'y a pas de monstre, il y a pas d'horreur autour de toi. Alors ça, c'est fabuleux parce que je m'en sers aujourd'hui. C'est un outil de compréhension même dans la méditation, que j'en ai fait mon métier. Calme-toi, raisonne-toi, à l'instant T, dans le moment présent, puisqu'on entend tout le temps le moment présent, il faut savoir ce que c'est le moment présent. C'est à l'instant même, tout va bien. Tu es calme. Et ça, c'est un mécanisme de l'esprit qu'on peut comprendre aujourd'hui. Et on peut en jouer même. Et je m'apaise. Tu avais le sentiment réellement à ce moment-là que tes pensées construisaient la réalité de ce que tu vivais. Mais c'est complètement ça. En fait, je mettais en forme mes peurs. On va en reparler parce que dans l'expérience de mort imminente, il y a le passage effrayant de ce qu'on appelle les expériences de mort négatives, effrayantes. Et on en reparlera tout à l'heure. Mais oui, c'est par la force de mon esprit
Et c'est aussi parce que j'étais en pleine conscience de ce qui se passait et que j'avais le temps de m'observer. J'avais ce temps-là, indéfini, ce fameux temps dont on manque tous dans cette société hyper stimulante. Mais ce que tu décris là, que tu as vécu dans un état de conscience modifié, certains peuvent le vivre quand ils sont en pleine conscience sur le plan terrestre. Je parle comme ça pour que ce soit significatif. Mm, On peut parler de crise de panique, de crise d'angoisse. mm. Finalement, c'est des phénomènes que l'on vit, qui peuvent être Oui, vécus fréquemment par des personnes, même sans avoir d'expérience de mort imminente. Et là, tout à de ce fait. que je comprends de ce que tu nous racontes, c'est que il suffirait de prendre conscience que c'est un phénomène de l'esprit qui crée cette décharge émotionnelle et que ça peut être régulé en mettant un petit peu de raison, de conscience sur ses De pensées. calme, voilà, de mettre de la conscience, de mettre du calme, de revenir à soi plutôt que d'extérioriser notre regard. C'est complètement vital. Et quand je te dis vital, dans la crise de panique, il y a cette sensation de mourir. Moi, j'ai eu ça quand je suis arrivée à Paris toute seule en métro. C'était la première fois que je prenais le métro et j'ai eu une crise de panique. Toute la gare tournait autour de moi. J'ai dit, là, je suis en train de mourir, je suis une crise de panique. Calme-toi, respire, respire. Et je suis revenue à moi, dans mon corps, dans mes sensations. Mais il faut avoir le réflexe. C'est un entraînement, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Exactement. Il faut l'avoir évoqué une fois, il faut l'avoir vécu ou évoqué une fois pour que ça puisse venir spontanément à l'esprit, ce qui est pas parce qu'on sait le blocage mental que l'on a dans ces situations-là, mais Oui, voilà, oui. c'est une clé, mais il faut l'avoir utilisée une fois pour pouvoir s'en resservir. À ce moment-là, Christine, tu racontes que tu as demandé plusieurs fois à rencontrer ta maman. De l'autre côté, que ce vœu a été exaucé, tu vas nous raconter, mais que tu n'as pas pu aller vers elle. Ce qui t'a plongé cruellement à nouveau dans l'abîme du deuil. C'est-à-dire que tu es de l'autre côté, voilà, je pense que le public a compris. Pourquoi, comment pourrais-tu expliquer cette nouvelle souffrance de la séparation, du deuil, qui t'a été imposée dans un monde qui est dit d'amour? Oui, très, très, très bonne question. Merci beaucoup. Parce que ça me renvoie. Alors, on peut utiliser des termes psychologiques, mais complètement accessibles de compréhension. C'est-à-dire que ça me renvoie à ma propre douleur narcissique, ma douleur intime, de ma personnalité, que je me suis construite au fil des ans et au fil des vies. Mais maman, tu m'abandonnes encore. Tu es déjà morte et là, tu me quittes à nouveau. Tu ne veux pas revivre cet amour avec moi. C'était ça l'horreur. C'était ça le fracassement que j'ai vécu dans mon esprit, dans ma personnalité. Tu m'abandonnes. Tu ne veux pas fusionner. Alors qu'il y a un monde d'amour, il y a une vibration d'amour. On peut vivre quelque chose d'extraordinaire et créer à nous deux encore plus fort, encore plus lumineux et tu ne le veux pas. Alors là, ça a été l'horreur totale. Et je peux rebondir et faire le lien avec ce qu'on a dit précédemment. Tout s'est écroulé en moi. Je manquais de discernement, bien sûr. Et mon esprit a donné forme à l'horreur. Et j'ai plongé dans un monde horrifique de créatures dégueulasses, gluantes de chair, de sang et d'horreur. Mais encore plus que ça, je veux dire, c'est un film d'horreur ce truc. C'est mon esprit a donné forme à la haine, à un enfer. Et pour être très très précise, c'est un enfer personnel. Et c'est mon expérience de mort imminente. Et mon regard sur mon expérience me fait dire que ce n'est pas un enfer extérieur à moi qu'on peut lire dans certains livres religieux. L'enfer, non, ça n'existe pas. Pour moi, ce n'est pas un lieu extérieur à moi. C'est moi comment je l'ai vécu, comment je l'ai vu et ressenti. C'est très très personnel. Tu veux dire qu'on aurait tous des poubelles de zones d'ombre Exactement, à l'intérieur de nous évidemment.
et que quand on soulève le couvercle, on pourrait avoir l'impression que c'est des choses qui nous envahissent, qui, voilà, qui viennent, alors que c'est juste quelque chose qui émane de nous, et ce serait lié à nos formes pensées, en fait. Complètement ça. Nos formes pensées qui nous emmènent dans des ruminations et des pensées destructrices, des pensées négatives. L'être humain est très fort pour ça. On a plus de facilité à être morose qu'à être joyeux. En fait, c'est tout ce qui émane de nos complexes, de nos souffrances. C'est tout ce qu'on veut pas voir, en fait, qui émerge à la conscience. Voilà. Ça, c'est super à dire. C'est vraiment ma compréhension des choses. Enfin, pas que moi, hein. On est plusieurs quand même à avoir vécu des expériences de mort imminente. Le bouddhisme, hors religion, hein, l'esprit scientifique qui étudie l'esprit humain, décrit très très bien ce phénomène de tout ce qui émerge à la conscience et qui est en forme dans l'esprit et qu'on croit comme réel, qu'on croit comme une réalité. Donc je me suis battue dans cette horreur et la vérité c'est que je me suis battue avec moi-même, dans ma haine et dans la colère que j'avais envers la maladie et envers la mort qui m'a séparée de ma mère.